9 janvier 2025. Pascal, bonne année. Bonne année, Monsieur Paradis. Ah oui. Bonne année à nos auditeurs. Premier podcast de l'année 2025. C'est le Road to the NHL Draft qui part. La route vers le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Chance que tu as traduit. Ouais, on s'est déjà fait dire sur YouTube qu'on utilisait trop d'anglicisme, fait que je fais attention à mon C'était français. pas un anglicisme, c'était une phrase en anglais. C'était une traduction, c'est ça. Non, plus sérieusement, très bonne année à nos auditeurs, à nos lecteurs aussi, surtout sur le hockey, à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube également. On vous souhaite tout ce que vous espérez et surtout de très bons espoirs pour vos équipes favorites au repêchage 2025. On va être là Yes. pour vous procurer le meilleur contenu possible pour cette route vers le repêchage. Aujourd'hui, dans l'épisode, on a préparé deux sujets en fait. Ça va être en deux temps, cet épisode-là, Pascal. Dans un premier temps, on va être de bonne humeur parce qu'on va parler de la séquence des Canadiens de Montréal, l'excellent voyage à l'étranger que l'équipe a vécu durant le temps des fêtes. On va revenir également sur les débuts de Jakub Dobeš également. Donc, première partie de l'épisode, on va être positif. On va parler des bonnes performances du Canadien. Puis dans la deuxième portion de l'épisode, on va être négatif et on va parler du championnat mondial junior. Non, on ne parlera pas juste du Canada, évidemment. On va en parler. On va en parler très, très, très... de façon très honnête, disons-le ainsi. Yes. J'ai pas regardé la vidéo de Simon Servant. Il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je pense qu'il a donné un bon coup dans le rant. Simon était fâché pour le tournoi. Moi, j'étais fâché également. J'ai eu le temps de me calmer un petit peu. La poussière est retombée. On va en jaser dans la deuxième portion du tournoi. On va en jaser ensemble, Pascal. Les gens qui nous écoutent live sur Patreon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va y répondre. Puis on va faire aussi un récapitulatif du tournoi. On s'est préparé quelques petits sujets à traiter sur le championnat mondial junior. Fait que c'est les deux sujets majeurs qu'on va parler dans l'épisode. Pascal, revenons sur la séquence des Canadiens de Montréal. Voyage de 5 matchs à l'étranger, fiche de 4-1. Des matchs contre des champions également de la Coupe Stanley. Puis, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a Jakub Dobeš là-dedans qui a été étincelant. 2 victoires contre des champions de la Coupe Stanley. Comment as-tu vécu cette séquence-là du Canadien? Comment tu vois le retour dans les séries, dans le portrait des séries pour le Canadien? Je l'avais prédit. Non, vraiment content. Ce qu'on espérait, c'était une progression individuelle des joueurs. Puis, tu sais, souvent, je l'ai répété, c'est que c'est un mythe de voir, d'espérer un meilleur résultat en citant la progression des jeunes, parce que c'est tellement, tu sais, c'est pas éphémère, mais tu sais, c'est tellement en dents de scie, souvent, les jeunes, que ça fonctionne pas tout le temps. Puis ça a pas fonctionné pendant longtemps, pendant une bonne partie du calendrier. Puis maintenant, il y a eu des décisions, je vais en parler plus tard. Il y a eu des décisions qui ont fait en sorte que c'est allé vers le bon bord, puis la fin décembre, habituellement quand le Canadien s'écroule, dans les dernières années, même dans les bonnes années de Bergevin. Écoute. Dans les années un peu plus fructueuses des Canadiens de Montréal, Noël, c'était tout le temps difficile. Puis là, écoute, c'est le point tournant de la saison. S'ils continuent comme ça, évidemment, ils vont essayer de se bâtir là-dessus pour poursuivre jusqu'à au moins le trade deadline pour voir où qui se positionne, mais moi, je suis confirmé que je suis très content, malgré que c'est pas un tanking. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. C'est souvent un discours qu'on a autour du temps des fêtes. Tu sais, les équipes expérimentées prennent du galon autour du temps des fêtes. C'est là qu'on voit les vétérans se lever. Puis étonnamment, du côté du Canadien, c'est cet effet-là qu'on a vu. Pourtant, on est quand même une jeune équipe.
expérimenté un petit peu quand même, mais quand même jeune d'un autre côté. Fait que c'est quand même plaisant de voir les performances du Canadien dans ce temps des fêtes-là, justement, dans une période où ce que les équipes, normalement, vont éclore un petit peu. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que oui, les vétérans ils ont vraiment eu de l'importance pour l'équipe dans les performances, mais pas comme figure d'assise de l'équipe. Ils ont été plus le ciment autour des jeunes pour vraiment leur monter la voie, mais pour solidifier les performances, ben, la constance de l'équipe. Ce qui a permis justement aux jeunes d'être meilleurs malgré le fait que Slafkovský et Doc, c'est pas tout le temps facile. Ben, les vrais meilleurs joueurs de l'équipe ont vraiment bien performé, appuyés par tous les vétérans de toutes les positions, parce que le bottom six des Canadiens de Montréal est élite en ce moment. Pas nécessairement offensivement, ben, Evans c'est vraiment bon, là. Mais élite dans les unités spéciales, dans les missions défensives, en échec avant, en échec arrière. Donc, tu peux pas espérer plus, puis ça monte la voie au plus jeune noyau. Puis tu sais, ce que j'aime bien, ce qu'on n'a pas vu nécessairement dans les autres, excusez, je reprends mon souffle, dans les autres constructions d'équipes que ça fait longtemps qui tournent en rond comme Buffalo, comme Ottawa aussi, c'est que le noyau des jeunes comme Suzuki, Caulfield, ils ont vécu la fin de Weber, de Price, puis des gros, tu sais, de 2021. Fait que ils ont quand même ce bagage-là, ils ont quand même appris de ça. Puis là, ils ont Saint-Louis aussi. Fait que tu sais, le niveau de leadership, c'est peut-être pas autant élite qu'avant, mais il y a quand même une transmission des pouvoirs qui ont été faits en 2021. Puis ils se souviennent de ça, ils veulent leur retourner vers ça. Fait que c'est pas nécessairement le cas de Buffalo, c'est pas nécessairement le cas de Anaheim même. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être la reconstruction va être moins longue qu'on espérait, mais c'est pas si négatif que ça, selon moi. Tu sais, oui, ça aurait été fun un high pick, peut-être que ça va être encore le cas, mais je pense que être dans le mix, d'avoir cette expérience-là positive, peut-être plus bénéfique que de crouler sous le manque de culture organisationnelle puis tout. Là. Je pense que faut revoir un peu notre façon de voir les reconstructions complètes. Là. Qu'est-ce qui a été, selon toi, le point tournant de cette séquence-là du Canadien? Parce qu'on parle du voyage à l'étranger, mais tu sais, on a arraché une victoire en prolongation contre les Canucks de Vancouver dans le dernier match. Du moins, au moment d'enregistrer l'épisode, c'était le dernier match qui a été joué. Une victoire, tu sais, qu'à première vue, on n'allait pas nécessairement avoir. Là. Les Canucks ont pris les devants dans le match, puis on a fait preuve de caractère. On est revenu pour aller chercher ces 2 points-là en prolongation. Fait que c'est pas juste un voyage à l'étranger où l'équipe s'est soudée pendant le temps des fêtes, puis qu'on a une espèce de momentum. Là. Tu sais, ça a commencé un petit peu avant, et ça semble se poursuivre. Selon toi, c'est quoi ce point tournant-là de cette séquence? Il y a 3 décisions. C'est drôle parce que je voulais en parler éventuellement, comme je disais tantôt. Puis là, tu nous shoots ça. Souvent, si c'est le premier épisode que vous écoutez de nous autres, on fait beaucoup d'improvisation. Matt, il prépare des sujets un peu. Mais moi, c'est un fainéant. Je fais de l'improvisation. Mais aujourd'hui, je me suis posé 3 questions. Je suis allé chercher les réponses au niveau statistique. Ah, puis c'est drôle, hein, parce que je me prépare, je prends des sujets, puis ça, on improvise. Puis on s'est pas parlé, là. Je savais pas que t'avais pensé à ça. Fait que, tant mieux. La première décision était déjà prévue. En tout cas, tout le monde la désirait, mais de mettre Hudson sa deuxième paire en avantage numérique et éventuellement de le mettre sa première paire quand Matheson s'est blessé. Dans le fond, sur la première affaire du powerplay. Le 27 novembre, c'est là qu'Hudson a joué sur le premier powerplay des Canadiens de Montréal. C'est là que Matheson s'était blessé. Il a manqué 2 ou 3 matchs. Entre le 27 novembre puis le 9 janvier, là, mettons de là à là, le powerplay, il a monté à 23,1% d'efficacité, ok? Il était déjà bon à 21,4% avant ça. Okay? Mais l'impact de Hudson sur powerplay, on le voit absolument tout, là. C'est la confiance qu'il va prendre, son efficacité. T'sais, si on regarde juste
l'efficacité des deux défenseurs, là, de Matheson et de Hudson sur le power play, là. C'est assez pas éloquent, là, parce que c'est un mot compliqué. Mais j'ai des notes. C'est rare, j'ai des notes. Donc, au début de la saison, Matheson, si on regarde juste la production sur le power play, OK, sur 60 minutes. Il produisait à 6.32, OK, au début de l'année jusqu'au 27. Puis Hudson, c'était 4.72. Hudson avait quand même sur la deuxième unité, il avait un bon apport, dans le fond. Il permettait à cette unité-là de produire. Puis Matheson, un peu comme l'année passée, oui, il produisait, mais c'est plus un distributeur que vraiment un corps arrière. Depuis que Hudson est sur la première, Matheson a baissé une production sur 60 minutes de 2. Donc, la deuxième unité est moins bonne. Puis Hudson il est monté à 9.88 points par 60 minutes en étant sur la première passe. C'est sûr qu'il joue avec des meilleurs joueurs et tout, mais ça a vraiment traîné l'équipe vers le haut. Après ça, l'autre décision, quand Matheson est revenu de sa blessure, où est-ce qu'ils ont mis à Matheson? Ils l'ont mis à la droite de Hudson, sa première paire. On se posait toutes des questions sur cette décision-là au début, mais en faisant ça, ils ont mis Goulet à gauche, à place de le mettre à droite. Jacky avec Savard. Ça a un peu aidé, dans le fond, le jeu à 5 contre 5 dans leur zone, puis la relance et tout. Depuis que Hudson et Matheson forment une paire, le Canadien est 11 victoires, 6 défaites. T'sais, ils ont passé d'une fiche de 8-12-3 à 19-18-3. Fait que déjà là, ça l'a aidé. Une affaire que Hughes a dit, que Kent Hughes a dit, c'est que Saint-Louis a changé sa façon de parler à ses joueurs, de montrer, de faire des enseignements et tout. Puis il a dit que c'est pas dernièrement, c'est depuis le début du mois de décembre. Puis ça fit avec ça, ces résultats-là, avec l'augmentation de l'efficacité des Canadiens à 5 contre 5, parce que les unités spéciales ont demeuré quand même assez constantes. Parce que depuis le début de la saison, même le désavantage numérique est quand même assez bon. Et quand ils ont acquis Alexandre Carrier, ça a encore plus amené l'équipe à un autre niveau, en stabilisant la défensive à un point qu'on n'avait pas vu depuis le mois... depuis un hostie de bout avec le Canadien de Montréal. Dans le fond, l'efficacité sur l'avantage numérique n'a pas augmenté tant que ça. Ça a passé de 82% à 85,7%. Depuis qu'il est arrivé, c'est 85,7% d'efficacité. Tu sais, ça a augmenté de 3%. Mais c'est juste pour dire à quel point il y a un impact, ce gars-là, sur les désavantages numériques, puis aussi sur le 5 contre 5. Je me suis surtout concentré sur les unités spéciales. Mais c'est ça, les trois décisions, c'est-à-dire Hudson, sa première passe, l'avantage numérique, Hudson avec Matheson, puis l'acquisition de Carrier, a vraiment mis une bonne base pour ce mois-là, en plus de Saint-Louis qui simplifie un peu son jeu en défensif puis ses enseignements. Donc moi, voilà, c'est la réponse à ta question, je me souviens plus. le point tournant, c'est ça. Le point tournant, il y en a plusieurs, effectivement. Tu sais, l'acquisition de Carrier, ça a vraiment... on a vu l'impact direct sur la brigade défensive, Lane Hudson également. Je te sors quelques statistiques rapides, moi aussi, du côté du Canadien dans le dernier mois. Donc, entre le 9 décembre et le 9 janvier, les 3 meilleurs marqueurs de l'équipe, Cole Caulfield, 13 points en 13 matchs, points per game pour le petit Cole en un mois. Oh, cool. Nick Suzuki, 13 points en 13 matchs. Le gars qui n'est pas un premier centre puis qu'il n'est pas assez bon pour points par match pour Nick Suzuki. Troisième marqueur, Lane Hudson, 12 points en 13 matchs. Tes 3 meilleurs marqueurs, c'est pas mal ton corps pour l'avenir à moyen terme. C'est ça qui est intéressant. Et je vais te sortir la stat qui me frappe le plus dans tout ça. Et c'est les 13 points de Cole Caulfield. Sur les 13, Cole Caulfield en a 10 à 5 contre 5. Puis, l'avantage numérique des Canadiens s'est beaucoup amélioré sur la première vague avec Lane Hudson. Puis, tu sais, je voyais le commentaire de Gabriel sur Patreon. Puis, tu sais, quand Lane Hudson était sa deuxième vague, la deuxième vague était meilleure. Elle est devenue meilleure.
il y a clairement un impact. T'sais, on l'a longtemps dit pour Lane Hudson, la façon qu'il bouge la rondelle, il rouvre le jeu, il rouvre la boîte défensive. Fait que son impact est automatiquement arrivé sur la première paire. Je pense Mais quand même que c'était une bonne décision de mettre sa deuxième en startant pour montrer à tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas rien d'urgent à l'envoyer sa première paire, le temps de prendre ses aises. C'est le genre de patience qui est pertinente, je pense, dans son développement. Puis, ajoutons à ça Patrick Laine qui arrive, puis ça donne une deuxième option comme finisher sur l'avantage numérique. Puis pourquoi je parle de Cole Caulfield, c'est qu'il a beaucoup diversifié sa façon de jouer en offensive. Même défensivement. Il est vraiment même meilleur. Défensivement. Honnêtement, il est plus efficace pour contrer l'adversaire et enlever la rondelle que des gars qui ont le double puis des fois le triple de son gabarit. Là, il a beaucoup amélioré cette façon de jouer-là. Un de mes amis me mentionnait récemment, dans la façon que Cole Caulfield joue, globalement, lui fait beaucoup penser, puis c'est une personne qui est plus âgée que moi là, qui m'en a parlé, donc a vécu les années du joueur que je vais mentionner. Mais la façon que Cole Caulfield joue présentement fait beaucoup penser à celle de Martin Saint-Louis dans le temps. La façon qu'il est fort sur ses jambes, qui va attaquer le porteur de la rondelle pour soutirer la rondelle, pour attaquer l'enclave, pour contrôler le jeu également. Il me mentionnait que ça y fait beaucoup penser à Martin Saint-Louis. Je peux pas dresser un tel comparatif pour ma part. Je ne sais pas si les gens en commentaire vont être d'accord avec cette affirmation-là. J'ai pas assez vu Martin Saint-Louis. Oui, je suivais le hockey à ce moment-là, mais c'était plus pour jouer à NHL que de regarder et scouter des matchs. J'étais trop jeune pour ça. Mais bref, 10 points à 5 contre 5 sur 13 pour Cole Caulfield, ça me démontre qu'il est capable d'être efficace dans plusieurs facettes du jeu et non pas juste un finisher sur l'avantage numérique. Ça me démontre aussi que ça ne l'a pas affecté que Patrick Laine arrive. Il y a moins scoré de but, spotlight. Mais c'est pas grave. Exact. Il y a peut-être moins scoré de but, mais son impact global est beaucoup plus important. Et son apport offensif n'a pas nécessairement changé dans sa globalité. Au lieu de produire juste en avantage numérique, maintenant, il produit 10 points en 13 à 5 contre 5. Ça, c'est un gros point positif à donner à Cole Caulfield. Je tiens à y lever mon chapeau pour ça parce que ça aurait été facile, pas de bouder, mais ça aurait été facile de faire... Ouais, là, je suis comme plus le finisher sur le power play. Comment je vais faire pour me démarquer? Puis là, commencer à se perdre un petit peu en pensant trop. Non, il a apporté des ajustements, puis ça a vraiment eu un impact dans l'alignement, je trouve. Hughes en a parlé un peu du bien collectif au détriment des stats personnels ou des objectifs personnels des joueurs. C'est une des questions que l'excellent Marc-Antoine Godin a posées en fin de conférence hier. Il dit, tu sais, qu'est-ce qui est sustainable? Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut projeter à long terme chez les joueurs en ce moment, dans la séquence actuelle, que à long terme, ça devrait être là, tu sais. Puis, Kent Hughes a parlé justement de la culture interne, oui. Mais il a beaucoup parlé aussi que, tu sais, qu'il a vu dans d'autres équipes, des joueurs où que la passation des pouvoirs, dans le fond, que les vétérans transmettent un peu comment être un pro, comment favoriser le logo et non pas le nom en arrière, puis que maintenant le vestiaire se gère un peu tout seul à long terme, puis c'est en train de se passer chez Canadien de Montréal. C'est ce qu'il a dit là, dans le mois de décembre. On dirait qu'il y a des éléments qui se pensent qui n'avaient pas nécessairement plus égoïstes, mais dans leur façon de jouer, ils jouaient un peu plus pour leur stats personnel. Puis ça a été adressé, puis ça semble être c'est sûrement des jeunes joueurs, en fait, là. Je pense pas que c'est Caulfield, parce qu'il n'y a pas eu de problème nécessairement avec Caulfield, mais tu sais, Slavkovski, dernièrement, il joue mieux. Dag, il joue mieux. Fait que, tu sais, il faut se poser des questions sur eux un peu. Mais, je pense que c'était une excellente question. C'est une excellente réponse aussi. Tu sais, veux pas, il y a eu un impact à l'interne. Il y a eu un changement de philosophie à l'interne, outre le fait des enseignements de Saint-Louis. Puis, tu sais, les stats que j'ai amenés tantôt, il n'y a pas eu un gros gain sur le piqué, il n'y a pas eu un gros gain sur l'avantage numérique. Le gros gain, c'est vraiment 5 contre 5 en plus. Tout est vraiment mieux à 5 contre 5. Ils sont plus tout le temps emboîtés dans leur zone
à être perdus, puis en plus, ils reviennent à l'arrière contre les meilleures formations de la Ligue. T'sais, peut-être que c'est pas les meilleures séquences de ces équipes-là, mais quand même, ils ont gagné. Avant, ils perdaient ça. Surtout s'ils perdaient après une période ou 2 périodes par 1 ou 2 buts. Fait que, non, chapeau à l'équipe. Puis j'espère pour eux que ça va continuer comme ça. C'est quand même le fun de prendre pour son équipe préférée, je te dirais, en écoutant les matchs. Là. Ouais, moi, c'est pas quelque chose que je peux m'associer par contre, mais je peux comprendre. Je peux comprendre le plaisir des partisans de regarder les matchs parce que, tu sais, à un moment donné, la reconstruction, on peut l'étirer, mais quand il n'y a pas de résultat, on peut comprendre la démotivation. Puis, tu sais, là, veut pas, le noyau principal futur de l'équipe, tu sais, les Caulfield, Suzuki, Goulet, tu sais, on veut voir de la progression, mais on veut voir aussi le caractère, puis être capable de revenir dans les matchs, être capable de gagner des victoires pour éviter d'entrer dans une culture de perdant. Puis, c'est bon de voir l'équipe, justement, accumuler des victoires pour éviter l'espèce de fossé de culture de perdant, comme on peut voir dans d'autres reconstructions ailleurs dans la Ligue nationale. Puis Goulet, depuis qu'il a recommencé à jouer à gauche, sérieusement, il est solide. De mettre Matheson à droite, puis Goulet aussi à gauche, ça a tellement aidé. Moi la paire... les matchs que j'ai regardés, j'ai pas tout regardé les matchs en temps des fêtes parce que j'ai beaucoup regardé le championnat mondial junior cette année. Honnêtement, je me suis donné pas pire. Puis, mais les matchs que j'ai regardés, Carrier avec Goulet, moi, j'haïssais pas ça non plus. Là. Ah non, c'est bon. C'était très tannant pour contrer l'adversaire, puis ça bougeait la rondelle aussi. Fait que c'est le fun de voir des duos de défenseurs, peu importe quel duo on va matcher ensemble, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Là. C'est intéressant. Oui, exact. Je suis très encourageant. Ça revient avec la philosophie. On en parlait avec Marc-Olivier Daigle dans un récent épisode, mais ça revient à dire c'est pas bon d'avoir tous des défenseurs pareils. Parce qu'à un moment donné, quand tu as tous des défenseurs pareils, ben si tu veux un petit changement, apporter un changement dans un duo, ben, si tu l'envoies avec un autre défenseur qui joue pareil comme le gars que ça fonctionne plus, ben, ça fonctionnera pas plus avec l'autre. Fait que c'est pour ça qu'un Barron, mettons, puis là, je m'avancerai pas trop vers Mailloux non plus, mais tu sais, des prototypes qui commencent à être un peu similaires quand on regarde les progressions. Fait que c'est pour ça que là, à un moment donné, c'est ça, il va falloir comme se diversifier et tout. Là. Fait que... bien content de voir tout ça. Transaction d'Alexandre Carrier, d'ailleurs, Pascal, je sais pas si tu as vu passer, mais Justin Barron, ça va pas super bien du côté des Prédateurs. Il est un petit peu perdu. Puis je parlais dans la description de l'épisode que j'avais 2 petites infos privilégiées à partager dans le podcast. Puis il y en a une que c'est concernant Justin Barron. Pierre Lebrun a mentionné dans l'épisode de Radar avec Deso que les Preds étaient intéressés depuis 1 an envers les services de Justin Barron. Puis Nicolas Cloutier aussi mentionnait que les Preds ciblaient Barron au repêchage. Fait que, l'intérêt est là depuis très longtemps là, pour le défenseur. On leur Claude l'aimait bien. Ouais, c'est ça. Ben, on leur souhaite aussi que ça va bien tourner pour eux. Ouais, ben, LeBrun disait que même si cette année, ça va pas bien, c'est vraiment, ils sont patients avec lui, là. Ils pensent que ça va être positif à court terme, pareil. Là. Exact. Puis, tu sais, je veux pas y aller par prétention parce que je pense pas que Pierre Lebrun a besoin de se faire ajouter de l'information sur ses infos, là. Mais, je partage l'info dans le podcast, je le partage pas sur Twitter parce qu'à cette heure, c'est rendu, tu partages des infos sur Twitter, puis c'est repris partout, puis ça ne titre pas, puis tout ça. Fait que je garde ça pour les auditeurs. On m'avait déjà mentionné qu'au repêchage, pas le dernier qu'il y a eu, mais l'autre, donc le repêchage 2023, les Preds voulaient aller chercher Justin Barron et l'espoir qui était ciblé par les Canadiens, c'était Phil Tomasino. C'est ce qu'on m'avait mentionné à l'époque. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments, mais ce qu'on m'a permis de savoir, c'est que Tomasino était ciblé par les Canadiens de Montréal dans cette transaction-là. Ça l'a avorté. Finalement, on a gardé Justin Barron. Puis par la suite, on a vu Phil Tomasino a été échangé. Il a été échangé. Pour pas grand-chose.
du côté des Pingouins de Pittsburgh a été échangé cette année. Puis ça va pas si mal, Tomasino à Pittsburgh, mais on n'a pas eu d'éclosion incroyable non plus là, dans son cas. Fait que voilà. On est bien carrié, je pense, chez les Canadiens. Très satisfait de cette transaction-là. Tu sais, rendu là, on en a parlé dans le podcast. On en a parlé, j'avais fait un texte aussi. Ça va être correct aussi là, de ramasser les projets de développement de jeunes à la New Hook, Dak, puis tout ça. Là, on a assez donné. Là. C'est correct. Honnêtement, respect à Phil Tomasino, mais je pense qu'à voir l'impact que Carrier a sur l'alignement, le Canadien a fait un sacré bon deal avec ça. Là. Ouais, parce que t'optimises ton alignement aussi. C'est pas nécessairement acquérir des joueurs pour tout de suite, pour faire les séries. C'est pas ça. C'est de stabiliser l'équipe pour que les jeunes performent mieux, puis se développent mieux. T'sais, quand on parle qu'il faut qu'ils soient entourés par des vétérans, oui, mais il est aussi entouré par des joueurs qui sont capables de jouer comme il faut, puis de faire la job, puis de soutenir le ciment, comme je parlais tantôt. Le ciment autour des jeunes. Les jeunes, c'est les briques. Les vétérans, c'est le ciment. En tout cas. Exact. Vous comprenez l'image. Ça, là. T'sais, exact. Il y a un tatoulette, puis il y a ça. Donc, bref, voilà, c'est la petite info que je voulais vous partager sur le podcast. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui brague des sources puis whatever, mais tu sais, quand que je me fais dire des choses, c'est quand même assez fondé. Puis tu sais, ça fait 1 an que je le sais, là, fait que je m'étais fait dire de pas sortir cette info-là. Maintenant que tous les joueurs sont tous plus à la même place, ça me dérange pas trop de le sortir, considérant que Pierre Lebrun en a parlé également. Là. Fait que, ouais, puis que les joueurs ont tous les deux été échangés. Ouais, c'est ça, ça a tout juste été pas fait. compte. C'est ça. Donc voilà, Pascal, parlant de séquence des Canadiens de Montréal, oui. Parlons maintenant du meilleur espoir dans le filet pour les Canadiens de Montréal. Yes. OK, c'est correct. Quand j'ai sorti l'extrait du podcast qu'on a fait en mars 2024 où j'affirmais que Jakub Dobeš, on manquait de respect envers cet espoir-là, mars 2024, on manquait de respect envers Dobeš, puis que, à mon avis, c'était le meilleur espoir dans le filet pour le Canadien. Quand j'ai arrêté l'extrait, ce que tu disais après, c'était pas d'accord. Mais ça me dérange pas. Mais c'est correct. Parce que on dit depuis longtemps que ça va être un duo à Montréal. Oui, exact. C'est pas 2 matchs qui changent la donne dans ton évaluation. J'en suis convaincu. Je te connais assez. Puis moi aussi, je suis pareil. C'est pas 2 matchs qui changent mon évaluation. Mais comment tu as vu les débuts de Jakub Dobeš? Est-ce qu'il est venu confirmer certaines choses à tes yeux concernant le gardien de but et son c'est la prise de maturité au niveau de ses émotions aide tellement. Parce que on le sait, là, puis les équipes adverses, ils le savent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un tempérament et il a été challengé en sacrement dans les 2 matchs qu'il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a été plaqué, il a été bousculé, ça jouait dans sa bulle. Puis il a pas perdu son focus. À Laval, ça y arrive encore. Parce que veut pas. C'est à Laval, c'est pas tant grave, là. Mais à Montréal. Puis à Laval, tu sais, je vais faire du pouce là-dessus, mais à Laval, des fois, tu pognes des cabochons de la Ligue américaine, qui devant le filet, ils te tendent un peu, puis Dobeš, c'est du genre embarqué un petit peu là-dedans. C'est ça. Mais dans la Ligue nationale de hockey, ça m'a montré qu'il est quand même capable de saisir le moment. C'est pas le temps de se lâcher ou de perdre ton focus, parce que les équipes, ils le savent en sacrement. Puis ils vont jouer là-dessus, puis ils l'ont fait. Mais lui, il est resté focus, malgré les gros coups qu'il a eu, sérieusement. Fait que, non, j'ai beaucoup aimé ça, la stabilité émotionnelle de M. Dobeš. Puis, goal gros, vraiment gros. À Laval, c'est pareil, toute la progression depuis l'année passée, là, malgré les blessures cette année, ça a pas eu l'air de l'affecter. Très confiant, très solide, puis il a fait les gros arrêts, c'est un gars combatif, on le dit depuis longtemps, pas tout le temps de technique incroyable, mais je pense au niveau technique, ça s'est beaucoup amélioré. Puis il donnait confiance à tout le monde. Vraiment confiance, puis écoute, c'est le fun, c'était le fun de le voir, Carey Price en a parlé aussi sur Twitter. C'était le fun de voir ça, puis l'équipe devant lui a très bien joué aussi, mais il a pas volé la game. Ça a été vraiment 2 victoires d'équipe. Oui, il a bien joué, mais 2 grosses victoires d'équipe
qui solidifie un alignement. Fait que non, je suis bien content pour lui. Est-ce qu'il va rester là jusqu'à la fin de la saison? Je lui souhaite. J'espère qu'il jouera pas un match sur 7-8, là. Mais je pense qu'on parti pour l'utiliser un 40% des matchs, puis je trouve que c'est la meilleure affaire qui peut arriver pour son développement, si ça va bien. Surtout dans l'équipe actuelle, comment qu'elle performe. C'est pas mal mieux que quand Primo a été utilisé à Montréal à cause des blessures et tout. Il a été précipité, puis il était pas prêt. On l'a vu, il était pas prêt, mais il y avait personne d'autre. T'sais. Lui, il était scrappé. L'année passée, il a bien joué, par exemple, dans un contexte où l'équipe était pas bonne. Fait que... Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été ça pendant toute cette année. T'sais, mentalement, il n'a jamais été fort, Primo, vraiment, chez les profs. En tout cas, à Montréal, à Laval, c'était quand même pas si pire. Il pouvait en laisser quelques savons, mais une Daubush aussi. Là. Mais on voit quand même, sans les connaître, parce que moi, je leur ai jamais parlé, contrairement à toi et Jess, là. Il y en a un qui est pas mal plus solide entre les deux oreilles, je crois. Là. Pas solide entre les deux oreilles, vous comprenez ce que je veux dire, là, pour performer à long terme. Ça, je suis d'accord, puis j'ajouterais même que, tu sais, puis là, je me fie un peu à... Quand on quitte le vestiaire à Laval, on ne sait pas ce qui se passe, tu sais, on n'est plus là, tu sais, on s'en va voir le coach, puis après ça, on s'en va, là. On passe pas toute la soirée dans le vestiaire non plus, là. Ça dure peut-être... les 8, ça dure un 8, 10, des fois 12 minutes, là. Fait que c'est très court pour se faire une idée, mais ce que je pourrais rajouter... c'est que je pense que Jakub Daubush, il y a une espèce d'aura attractif envers les coéquipiers. C'est un funny guy. Il a l'air d'un funny guy dans le vestiaire, mais tu sais, un gars le fun à côtoyer, mais qui est capable de rester focus, qui n'est pas le clown qui saute partout. Genre, tout ça, il va rester dans sa game, mais il est très sympathique à côtoyer, Jakub Daubush, quand tu y parles. Puis, tu sais, il a pas non plus la langue dans sa poche. Là, je me souviens la game que Jess il a posé la question, est-ce que c'est dur pour, dans le fond, pas le game shape, mais le rythme pour un gardien de but quand les arbitres prennent 15 minutes à regarder une christie de reprise vidéo sur les tablettes parce que les tablettes ne marchent pas. Puis Daubush, il a comme pogné les nerfs en disant que ça n'a pas de bon sens qu'un arbitre ait besoin d'une tablette pour rendre une décision. T'sais. Puis ça avait sorti là, bang, de même, tu sais. Fait, tu sais, Daubush, c'est ça un peu, tu sais. Puis il dit, puis quand il dit, il y a comme un petit sourire en coin, là, qui est comme, hey, je vais-tu là? Ah, j'y vais, mais. Ah, à Laval, t'as le doigt encore. À Laval, t'as encore le doigt de dire des affaires dans le même, selon moi. Ça. Mais tu sais, c'est limite attachant, tu sais. Puis le pire, c'est que sa déclaration suite à la question à Jess, c'est pas mal ce qui a sorti dans tous les textes de tous les médias par après. Mais Jess est vraiment solide dans ces questions, sérieusement. Ouais. Mais tu sais, mettons comparé à Caden Primo, beaucoup plus réservé. Caden Primo, tu sais, beaucoup plus... il est gêné, peut-être pas au niveau d'un Sean Farrell. Sean Farrell est très gêné devant les médias. Primo très réservé. Je sais qu'il est coaché au niveau psychologique, tout comme Daubush, mais tu sais, Primo prend cet aspect mental-là très au sérieux. Mais de ce qu'on a pu comprendre, Daubush aussi, avant son arrivée à Montréal, tu sais, avait parlé à son coach mental pour rester focus, tout l'aspect concentration et tout. Puis honnêtement, moi, dans tous les matchs, puis j'ai probablement regardé plus d'une trentaine de matchs de Jakub Daubush depuis qu'il a été repêché. Là. C'est pas mal les matchs que je l'ai vu le plus calme, plus que ça. concentré. En 2021, 2022? C'est plus que ça. C'est plus que 30. Ouais, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je disais un chiffre de même, mais j'ai dans mes notes, là, mais c'est vraiment plus que ça. Bref, c'est les deux matchs que j'ai vus le plus concentrés, le plus... Oui, il y a peut-être une technique un peu rudimentaire là, par moment, mais Daubush, il est capable d'être très technique. C'est juste que quand il tombe dans l'émotion, quand il tombe dans l'hyper-combativité, c'est là que la technique prend le bord un peu. Puis ça, dans ces deux matchs à Montréal, j'ai pas vu ça, mais pas en tout. Il a toujours été très, très, très... pas robotisé. Là. Moi, j'aime ça le dire, les gardiens qui sont un peu robotiques dans le sens qu'ils se déplacent puis ils se laissent frapper par la rondelle. Ils jouent le pourcentage. Hein? Exact. Puis pas à ce point-là, mais beaucoup plus vers ce genre de technique
que vers le style de technique plus réflexe un peu. T'sais. Ouais, comme Fait Fleury que un peu, là, dans le fond. exact. Fleury, c'est vraiment l'extrême, Price, c'est l'autre bord, là. Puis Exact. Daubush était plus vers Fleury avant. Là, il s'est vraiment stabilisé. Puis là, dans ce qu'on a vu les 2 matchs à Montréal, il était plus vers un gars robotisé que comme un gars comme Fleury. Ce qui est pas nécessairement... C'est pas que c'est pas là à Laval, c'est ça quand même. Mais ça arrive qu'il nage devant son net, là, à Laval, parce que justement, il perd combativité, il perd son positionnement. Mais Christy, il l'arrête là pas. Fait que même quand il est plus là, même quand il est complètement sorti, il y a l'athlétisme puis la combativité pour l'arrêter à pas. Fait que, tu sais, c'est très encourageant pour la suite. Puis chapeau, recruteur du CH, sérieusement. Vincent Gros Riendo chapeau. mérite son chèque de paye. L'autre là-dessus américain, pour ou avoir l'autre américain déniché, aussi, je me rappelle seulement c'est quoi son nom. C'est-tu Ryan ou une affaire de même? Mais C'est je pas pense qu'il Crawford, était pas là. là. Je pense qu'il était Ah, ça se pas peut. là, Ryan, quand Daubush a été repêché. Je pense qu'il est arrivé à l'année Mais de chapeau. Fowler. Mais ouais, Ça se peut. vraiment une belle trouvaille. Puis je le dirai jamais assez. Moi, je vous rappelle, puis je vous ramènerai à mon premier texte sur Jakub Daubush. Quand je l'avais regardé quelques jours après sa sélection par Montréal, j'étais pas emballé. Là. Je regardais, Ouais, je me c'était un rappelle. gardien très, très, très mêlé devant son filet. Beaucoup, beaucoup d'athlétisme, mais très peu de technique. C'était très difficile. Puis la progression a été constante d'année en année, de nouvelle ligue en nouvelle ligue, mais une chose a demeuré durant toute cette progression-là, gestion de charge de travail. Ouais. Ça, là, je l'ai toujours dit, Daubush, il peut gauler 2 matchs de suite. Il va être constant pareil, les 2 matchs de suite. Puis l'autre chose aussi qui est constant depuis le début de sa progression, depuis sa sélection par le CH, c'est qu'il a été capable de relever tous les défis devant lui, changement de ligue, charge de travail, arriver chez les professionnels. Tout ça, il l'a fait avec des équipes moyennes devant lui. Mm. Puis ça, je vais toujours le répéter, c'est ces 2 arguments-là que pour moi, je mets encore Daubush en haut de Fowler. Parce que Fowler a toujours eu des excellentes équipes devant lui. Cette année, Boston College, un petit peu moins puissante que l'année passée. Puis je le trouve moins constant devant son filet quand il goal le vendredi et qu'il goal le samedi. Fait que je fais pas de spoiler, là. Je vais sortir bientôt mon top 20 des meilleurs espoirs du Canadien. C'est pas à cause des 2 matchs à Montréal là, que Daubush va être avant Fowler. Mais ça va être Mais encore c'est le cas. les données commencent à te donner raison. Pas parce que Fowler est mauvais. Mais tu sais, Les deux niveau sont progression, excellents, tu sais. niveau, tu sais, dans la vidéo, là, de Riendo qui parle à l'autre, là, puis qui c'est assez échauffé, là. À Ryan, Échaudé, ouais. Il dit, dans le fond, Riendo, il dit, c'est pas le meilleur goaler à cette heure qu'on repêche chez lui dans 5-10 ans, tu sais. Daubush, c'est exactement ça, tu sais. On voit vraiment le concept de ce qu'il veut dire là avec la sélection de Daubush. Puis versus Fowler qui maîtrise déjà tout. Mais est-ce qu'il va autant progresser qu'un Daubush? C'est là qu'on le sait pas. Mais je comprenais Ryan aussi en disant que il maîtrise déjà tout. Puis c'est un gars combatif aussi. Là. Il est pas mauvais, Fowler. C'est pas ça que je dis. Là. Mais tu vois vraiment les deux progressions complètement différentes, les 2 chemins complètement différents. Oh, oui. Fait que tu sais, c'est le fun à voir aller. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, Fowler, il arrive très bientôt là, dans la ligue américaine. Là. Il passera pas une autre saison à NCAA, contrairement, mettons, à Michael Age. Là. Il va venir dans la ligue américaine, puis on va en avoir pas le cœur net, mais tu sais, ça va être encore une bonne équipe, Laval, l'année prochaine. Là. Fait que... Puis, tu sais, Fowler, c'est dur parce que c'était un point que j'avais soulevé dans des évaluations, probablement dans des podcasts aussi. Que, tu sais, Fowler, est-ce que son année repêchage, c'est le Jacob Fowler qu'on va voir dans 10 ans? T'sais? Est-ce que sa progression a déjà atteint en quelque sorte son plafond? Mais tu sais, l'expérience m'a appris des choses aussi. Lane Hudson, j'avais le même discours. Est-ce que ce qu'on voit de Lane Hudson présentement, c'est ce qu'on va voir plus tard? Mais à chaque niveau, il a été capable, même s'il n'y avait pas nécessairement de progression flagrante dans son jeu, la progression se faisait de ligue en ligue. T'sais. Il apportait exactement le même type de jeu dans une ligue. Quand il changeait, il apportait exactement la même chose. Puis on voit son succès dans la Ligue nationale présentement. Fait que je veux quand même me garder une réserve sur Fowler parce que oui, de la USHL à la NCAA, on ne perçoit pas nécessairement de
progression flagrante comme on pouvait le voir avec Dorbush, mais sa progression se fait dans le changement de ligue, sa capacité de s'adapter dans un calibre supérieur. Fait que, tu sais, je fais attention avec ça quand même de mon bord maintenant. Là. Ouais, pis tu sais, Hudson, j'ouvre parenthèse, là, je sors mon TDA, là. Une des affaires que je trouve qu'il a le plus amélioré, c'est l'aspect spectaculaire. Tu sais, là, les 3-4 feintes pour virer en rond, puis qu'en fin de compte, ça donne pas grand-chose après. Tu sais, j'en parlais de Jagger Furcus à son année de repêchage. Il est excellent pour feinter, pour battre le gars devant lui. Mais derrière le gars, y a-tu un jeu à faire? Ça va-tu donner quelque chose, mais tu vas t'embourber, puis ça va mourir le jeu. Mais Hudson, il a une petite tendance à faire ça. Tu sais, on dit tout le temps, mais les autres sont pas capables de se libérer, de comprendre ce qu'il veut faire. Mais quand tout le monde a de la misère avec ce que tu fais, c'est tout le problème. C'est pas les autres. Surtout que les autres, c'est tout dans les meilleurs au monde. Puis ça, il y a eu un déclic qui m'a amené, puis il a pas nécessairement changé sa façon de jouer, parce qu'il est quand même assez incroyable. Mais généralement, quand il bat le gars devant lui, la décision se prend tout de suite. Après, la passe est courte, la passe est directe. Puis ça, ben, ça l'a aidé la 5 contre 5 d'une façon incroyable, le Canadien en relance puis en entrée de zone. Fait que c'est ça. Mon petit notre petit bébé. Bon petit garçon. Tu sais, oui, il y en a qui mettaient le top 10 à son année de repêchage, mais tu sais, c'était quand même très risqué. C'est quand même très risqué, là, dans la moitié top 10, on va se le dire, là. Mais écoute, ça, il va probablement finir dans les 5 meilleurs de son repêchage. Bravo à ces personnes, mais c'était risqué. Exact. On va clore le sujet avec le Canadien, avec une question de Simon Limoges qui nous posait sur Patreon. Sommes-nous trop sévères envers Juraj Slafkovský présentement? Son rendement est un petit peu décevant. Pascal, est-ce que l'équipe, les médias, les partisans, est-ce qu'on est trop sévère envers Slav? Moi, je vois pas de critiques excessivement négatives et toxiques comme Matheson a reçu en début de saison, mettons. Parce que justement, il y a d'autres joueurs qui performent. Fait que lui, il fait juste suivre la parade. Sauf qu'il faut que lui apprenne à être un gars de l'équipe et non pas nécessairement la tête d'affiche. Parce qu'il veut pas, c'est un first overall. Est-ce qu'on est trop sévère? Il s'enligne vers une saison de 45-50 points. C'est pas la fin du monde, sérieusement, c'est pas mauvais. Malgré son rendement médiocre quand même, à certains moments, il a quand même cumulé des points, oui, tantôt chanceux, mais les points sont là pareil. Puis, ben, il y a quoi, il y a 21 ans? Il était repêché en 2022, fait qu'il y a 20 ans. On est assurément trop sévère en ayant des attentes de plus de 50 points pour un joueur comme ça. Dans une équipe de bas de classement pour la bonne partie de la saison. Tu sais, c'est un excellent joueur de hockey. Il va être excellent dans le futur. Est-ce que son plafond est encore hyper haut ou non? Je pense pas que son plafond est plus haut qu'on l'évaluait à son année de repêchage. Je pense que ça va être... Sa progression va juste venir en même temps que l'équipe. Tu sais, on en a parlé souvent. Il est très à l'image de avec qui il joue, c'est-à-dire ça n'a pas été nécessairement ça en compétition internationale. C'est lui qui drivait le jeu. Mais dans le national de hockey, c'est pas comme ça se passe. Il est à l'image de ses coéquipiers. Ses coéquipiers il va bien aller aussi. Mais c'est un peu à la traîne en ce moment. Mais, mais ça va finir qu'il va être un élément de son trio à part entière. Puis ça va bien aller. Mais ça demeure un élément complémentaire élite dans notre projection. Puis ben, c'est encore ça. Oui, généralement, le monde sont trop sévères, mais je trouve pas que c'est toxique. Fait que, il y a ça qui est positif. Je me souviens pas, Pascal, au repêchage. Faudrait que je ressorte nos quotes, là, nos citations qu'on a faites dans le guide, là, mais te rappelles-tu, Juraj Slafkovský, au niveau des entrées de zone, qu'est-ce qu'on ciblait à son année repêchage? Il me semble que c'était pas un enjeu dans son jeu, mais il me semble qu'on avait pointé des choses à ce niveau-là pour lui. Tu te souviens-tu de ça? Ben, il se faisait frapper très souvent à la ligne bleue. Souvent, dans le fond, quand il rentrait, ça jouait sur des petites passes courtes, correctes, très précises, mais il se mettait tellement à risque de se faire frapper.
Mais non, faudrait que j'aille voir là, ce qu'on disait, mais c'était pas nécessairement son rôle de transporter la rondelle en Liga. C'était fous là dans le fond, puis va la chercher, puis va impose-toi physiquement. C'était pas nécessairement quelqu'un qui faisait les entrées de zone à fond. Fait que ça demeurait quelque chose que c'était difficile à évaluer dans la Liga, mais dans l'Amérique dans les compétitions internationales, il y avait la rondelle très souvent, puis ça n'avait pas été un problème. Fait que va lire le guide. Ben, hey, regarde là. Il est beau. Ouais, ben là, c'est vrai, avec mon fond d'écran. Mathieu Semenov. Mathieu Semenov. Tu sais, dans mon bureau, là, sur les tablettes, j'ai toutes les versions du guide en format livre. Puis je me posais la question, qu'est-ce qu'on avait dit sur lui? On produit des guides, puis moi-même, je ne l'utilise même pas. Quelle honte. Je vais te dire ça. Des bonnes mains. Écoute, là, on a tellement d'analyses. Oui. Contrôle les gens en possession, on a tout vu. J'adore son impact, j'aurais aimé plus de production offensive, heureusement. Écoute, j'ai peine à me rappeler qu'est-ce qu'on parlait de ces entrées de zone, mais tout ça pour dire que je vais en venir au point de Guillaume en commentaire, Guillaume Villeneuve qui nous dit, je vais faire apparaître le commentaire à l'écran, Slav est un des pires joueurs de la Ligue en zone neutre, prise de décision, de décision déficiente. Puis, je voulais en venir au texte de Marc-Antoine Godin sur Radio-Canada qui parlait des ennuis de Slavkovski en point de presse devant les médias. En fait, Slav, il parlait beaucoup de ses tirs, tu sais, que là, il apprend à passer plus la rondelle puis à gagner ses batailles parce que les tirs, c'était comme problématique et tout ça. Puis statistiquement, c'est vrai, 37% de ses tentatives de tir ratent le filet présentement, comparativement à 23,6. Fait que là, Dr. Shot, le bon vieux Dr. Shot qu'on parlait l'année passée, il va falloir qu'il se manifeste parce que clairement, ça ne fonctionne plus pour le tir de Slav. Mais j'aime bien la phrase de Marc-Antoine Godin. Trop s'attarder sur ses lancers serait de permettre à l'arbre de cacher la forêt. En réalité, le problème de Slavkovski, c'est ses décisions en entrée de zone. C'est vraiment ça le problème. Puis il va utiliser son tir de loin. Puis je pense que c'est ça le point qu'on sortait au repêchage, c'est que dans ses entrées de zone, quand il n'y a pas d'option, il prend des tirs de loin, puis c'est pas là qu'il est le plus efficace. C'est exactement ça que tu disais. Ce n'est pas le joueur qui va prendre le dessus lors des contre-attaques sur le défenseur, sauf en effectuant une feinte de finesse. C'est un joueur qui travaille devant le filet, mais lorsqu'il transporte la rondelle, il a tendance à prendre ses tirs de loin. La version internationale se veut plus explosive, énergique et efficace offensivement. Bref. Bravo! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me souvenais pas si c'était toi, moi, ou Simon, ou Sem qui l'avait mentionné, mais je me rappelais qu'on en avait parlé à son année repêchage des tirs de loin en entrée de zone, puis finalement, c'était moi qui l'avais écrit. je me rappelle même pas de ce que j'ai déjeuné hier. Là, non, c'est ça. Ça, c'est les commotions. On est quelle journée? Ouais, c'est ça. Mais bref, j'aime bien le texte de. Vous irez le lire, là, Radio-Canada, là où les ennuis de Juraj Slavkovski. Là où commencent les ennuis de Juraj Slavkovski. C'est le titre. Marc-Antoine Godin, qui respecte beaucoup le podcast. D'ailleurs, on le salue. Merci de nous suivre. Merci d'apprécier ce qu'on fait. On a des messages de lui à l'occasion, puis c'est vraiment très apprécié, honnêtement. Fait que c'est pour ça que je suis pas gêné de parler de son texte, honnêtement. Il est excellent, son texte. Puis, tu sais, Slavkovski mentionne d'ailleurs à Godin que Martin Saint-Louis parle beaucoup de savoir ce qu'on fait avec la rondelle avant de l'obtenir. Puis, ça vient un peu résumer les entrées de zone de Juraj Slavkovski. T'es le gars qui est le puck carrier, dans le fond, qui est le gars qui amène la rondelle en zone offensive puis qui doit installer l'offensive. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais avant d'arriver dans la zone. Ouais. C'est juste logique. Ça, cette décision-là se prend en zone neutre. Donc, je reviens au commentaire de Guillaume. Peut-être pas un des pires joueurs de la Ligue en zone neutre, mais oui,
les prises de décision en zone neutre sont déficientes. Effectivement, c'est un très bon point qui est soulevé. Tu sais, c'est un joueur qui est excellent en échec avant, qui peut être excellent en échec avant, puis à créer de l'offensive à partir du trafic, à partir de moments qu'il utilise son corps pour aller récupérer la rondelle puis l'envoyer directement. On l'a vu là, dernièrement dans le voyage que Fonce va gagner sa bataille en utilisant son corps, en séparant le porteur de la rondelle. Pas la rondelle, l'envoie devant le filet, ça fait des buts. Ça, c'est une des affaires qu'on parlait à son repêchage énormément. Simon Servant en a parlé, Simon Saint-Laurent aussi. C'était un des meilleurs à voler la rondelle puis l'envoyer dans une zone dangereuse. Dans le national de hockey, l'année passée, ça arrivait vraiment beaucoup. Puis Suzuki et Caulfield en profitaient. Cette année, c'est plus difficile. Vraiment plus difficile. C'est pas des jeux qui sont faciles à faire. C'est très demandant au niveau énergétique puis au niveau du physique. Fait que faut vraiment qu'ils reviennent à ça, tu sais. Est-ce que en ce moment, t'entends beaucoup de personnes chialer sur Josh Anderson? Pas encore. Il y a personne qui cherche sur le 5 millions, 5,5 millions. Beaucoup apprécié. Là. Il est solide en maudit en ce moment dans le rôle qu'on lui donne. Oui, son salaire est trop haut. C'est pas grave. Est-ce qu'il se donne? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut? Oui, il fait partie des meilleurs trios défensifs et en échec avant de la nationale de hockey. Parce qu'il a changé sa façon de faire. Il a arrêté de se mettre de la pression sur produire. Slavkovski, en ce moment, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est exactement ça que Kent Hughes a dit. Faut que tu penses au bien commun. À tes deux coéquipiers qui sont plus petits, t'as les habiletés pour faire ça, fais-les. Puis les points vont venir. Ça va venir. Exact. Il y a une bonne attitude, on l'a souvent mentionné. Il y a une bonne attitude. Je suis pas inquiet dans son cas, honnêtement. Mais je pense que le plus sévère, c'est lui-même. Ouais. C'est pas les partisans, c'est pas les analystes. J'ai l'impression ça lui nuit peut-être. Comme Lainé aussi. J'ai l'impression, tu sais, on en parlait au début de l'épisode, là, mais tu sais, dans la rencontre de certains joueurs pensent peut-être à leur nom plus qu'à l'équipe. Je pense que Slavkovski pourrait être intégré là-dedans, mais c'est pas une question de selfish. Tu sais, c'est pas une question d'égoïsme. C'est une question qu'il doit se taper sa tête parce qu'il est pas capable d'aider l'équipe. Fait qu'il pense un peu à sa propre personne parce que ses performances ne vont pas bien, au lieu de contribuer autrement pour l'équipe. Je pense que c'est ça la nuance à faire. Et non de dire Slavkovski pense à sa fiche puis non. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Et Hughes, il disait de sa progression, de ses performances personnelles. En fond, je sais que je suis capable d'être le meilleur joueur de mon trio, je suis capable de faire ça. Ouais, mais t'es pas capable en ce moment, ça fonctionne pas. Stabilise ton jeu d'une façon, avec ton physique, avec tes prises de décision rapides en récupération de rondelles, puis le reste va venir. C'est juste ça qu'il faut qu'il fasse. C'est juste ça, c'est facile. C'est comme Bruno Brunet qui dit, c'est facile, là, ok, tu vas devant le net aussi, mais tu prends un retour. Ça me faisait tellement rire quand il était avec Hood dans l'analyse. Ah, c'est facile, là, ok, c'est facile. Facile de même. Facile. Il est bon et pas bon. Exact. Ça, c'est la base. De la base. La pure base. La deuxième partie de cet épisode sera disponible le 13 janvier sur toutes les plateformes du TSLH Podcast. Si vous ne voulez pas attendre, abonnez-vous à notre Patreon. L'épisode intégral sur le championnat mondial junior est disponible à tous nos membres. Des forfaits à partir de 2$ par mois. Donc, abonnez-vous au patreon.com/TSLH Podcast.